Bonjour à tous et toutes dans ce nouveau rendez-vous de Potager Maestro. Nous avons parlé dans nos précédentes émissions de la culture liée à différents types de choux. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la culture du chou de Milan. On l'appelle parfois aussi chou de Savoie. Alors, démarrons tout de suite cette exploration. Pour commencer, qu'est-ce qu'il a de si spécial ce chou de Milan? Qu'est-ce qui le différencie, disons, d'un chou blanc par exemple? C'est d'abord visuel, hein. Le chou de Milan Brassica oleracea var saboda pour les puristes, il a ses feuilles très reconnaissables, toutes gaufrées, presque cloquées. C'est vraiment sa signature. Et ça lui donne une pomme qui est souvent moins dense, un peu moins compacte que celle d'un chou lisse. Ah oui, Mais en contrepartie, et c'est là son grand avantage, ses feuilles sont particulièrement tendres. et très savoureuse. Moins compacte mais plus tendre. Et son nom, Milan, Savoie, ça vient d'où? Oui, alors Milan suggère assez clairement une origine italienne de cette région-là. Savoie, c'est aussi très courant, peut-être parce qu'il se plaît bien dans les climats un peu plus frais, ou simplement une zone où il était beaucoup cultivé. Pour la taille, c'est assez variable. On peut avoir de belles pommes d'1 kilo, et puis parfois ça monte à 3 voire 4 kilos sur certaines variétés. D'accord. Et au potager, on gère comment? C'est une culture longue? Alors, techniquement, c'est une plante bisannuelle. Son cycle complet, c'est sur 2 ans. Mais nous, au jardin, ce qui nous intéresse, c'est la pomme. Et elle se forme la première année. Donc on pratique, on le cultive comme une annuelle, tout simplement. Bon, et si on veut se lancer, il y a des variétés plus recommandées que d'autres? J'imagine qu'elles sont pas toutes pareilles. Tout à fait. Le choix de la variété, c'est même assez stratégique. Ça dépend surtout de quand on veut récolter et si on a besoin d'une bonne résistance au froid. Par exemple, le Milan de Pontoise. C'est un grand classique, une variété ancienne, bien rustique. Il fait des pommes un peu aplaties, vert foncé, très frisées, idéal pour l'automne. Et si on vise une récolte en plein hiver quand il fait bien froid? Ah, alors là, il faut se tourner vers le Milan de Savoie. Lui, il est vraiment fait pour ça. Ses pommes sont plus rondes, fines, tendres. C'est parfait pour avoir des choux frais quand le jardin est au repos. Et si on est plus pressé, pour le printemps ou l'été, il y a le Milan de Bourgogne. Plus précoce, avec des pommes moyennes un peu pointues. Vous parliez de résistance au froid? Il y en a un qui bat des records? Ah oui, là, on a une star. C'est le gros des vertus. Celui-là, c'est un costaud. Il donne de belles, grosses pommes assez denses, d'un vert plus clair. Mais le plus impressionnant, c'est vraiment sa résistance au gel. Il peut tenir, tenez-vous bien, jusqu'à moins 15 degrés Celsius. Moins 15 degrés Celsius, waouh! Incroyable pour un légume comme ça. Oui, c'est assez remarquable. Ça ouvre des possibilités, hein, pour étaler les récoltes sur une très longue période. Presque toute l'année si on jongle bien avec les variétés. Passons au semis. Le calendrier, c'est l'élément clé, j'imagine. Absolument. Le moment où on sème, ça détermine directement quand on va récolter. C'est vraiment le point de départ. Si on veut des choux de Milan tôt en été, il faut commencer dès février ou mars. Si tôt. Oui, mais attention, à ce moment-là, il fait froid dehors. Donc c'est semis sous abri chauffé, hein. L'idéal, c'est autour de 20 degrés Celsius. Ça permet une bonne germination qui prend, disons, 6 à 10 jours. D'accord. Et si on n'a pas de matériel chauffé, ou si on vise plutôt l'automne ou l'hiver? Alors, pour les récoltes d'été et d'automne, celles qui vont d'août à novembre, en gros, on peut semer directement dehors. Quand la terre s'est un peu réchauffée, disons de mi-mars à fin avril, c'est bon. Ok. Et pour les récoltes d'hiver, celles qui nous intéressent, pour les variétés comme le Gros des Vertus qui vont de novembre jusqu'à mars de l'année d'après, là on sème encore plus tard, de début mai jusqu'à fin juin. Ça laisse pas mal de marge finalement. Et vous parliez d'une technique d'hivernage aussi. C'est quoi exactement? Oui, alors ça c'est une autre approche. On sème à la fin de l'été, début automne, septembre-octobre quoi. Sous une protection, un châssis, un tunnel. Les jeunes plants vont passer d'hiver comme ça, tout petits, protégés du gros froid. Et au printemps, hop, on les repique et ils démarrent très vite pour une récolte plus précoce. Malin ça, pour gagner du temps au printemps suivant. C'est ça. Ça demande un peu de surveillance l'hiver, mais c'est efficace. Et techniquement, on sème comment? Profondeur? Et l'éclaircissage, c'est important. On sème pas profond, hein, juste 1 centimètre ça suffit. Et oui, l'éclaircissage, c'est fondamental. Quand les plantules ont leurs premières vraies feuilles, pas les toutes petites du début, là, il faut absolument faire de la place. On garde que les plus belles pousses et on leur laisse au moins 5 centimètres entre elles. Sinon, elles se gênent, elles montent, elles s'effilent, bref, elles démarrent mal. Une fois qu'on a ces jeunes plants, il faut les mettre en place. La plantation, ça se passe comment, Evelyne? Souvent, pour le chou de Milan, on fait ça en 2 temps. Surtout si on a semé un peu serré au début.
Quand les plants ont 3 ou 4 vraies feuilles, on peut faire un premier repiquage. Dans un coin du jardin, bien préparé, une sorte de petite nurserie. On les espace de 10 centimètres environ. Une nurserie. Pourquoi cette étape? Eh bien, ça permet aux racines de bien se développer, de former ce qu'on appelle un beau chevelu racinaire. Ça rend le plant plus costaud pour la plantation définitive. Ça le fortifie en fait. Ah, d'accord, je vois. Et ensuite, le repiquage final? Voilà. Quand les plants sont plus grands, avec 6 à 8 belles feuilles, là, on les met à leur place définitive, en pleine terre. Et là, j'imagine qu'il ne faut pas être timide sur l'espacement, vu la taille que ça peut prendre. Exactement. Il faut voir large, vraiment. Comptez au minimum 50 à 60 centimètres entre les plants sur le rang. Et 60 à 70 centimètres entre les rangs. Voire même 80 centimètres dans tous les sens pour les très grosses variétés tardives, comme le gros des vertus. 80 centimètres, ça paraît énorme au début. Oui, mais c'est nécessaire. Pour que l'air circule bien, ça limite les maladies. Et puis pour que chaque chou ait sa place pour bien paumer, avec assez de lumière et de nourriture. Et le terrain idéal pour lui, c'est quoi? Soleil, type de sol? Il aime le soleil, oui. Une bonne exposition dégagée, c'est mieux. Pour le sol, alors là, il a bon appétit. Il lui faut une terre profonde, qui garde bien la fraîcheur en été, et surtout très riche en matière organique. Plutôt lourd ou léger comme sol? Souvent, un sol un peu lourd, mais bien amendé, bien travaillé, lui plaît mieux qu'un sol trop sableux qui sèche vite. Le pH, neutre ou un peu calcaire, c'est bien. Et, point crucial, le drainage. Il déteste avoir les pieds dans l'eau. C'est la porte ouverte aux maladies des racines. Donc il faut bien préparer le terrain avant de planter, comment on fait? Oui, c'est la clé. Il faut bien ameublir le sol en profondeur sans forcément tout retourner, mais l'aérer. Et surtout, y incorporer une bonne dose de compost bien mûr ou de fumier très bien décomposé. Quelques mois avant la plantation, c'est l'idéal. Ça améliore tout, la structure, la rétention d'eau, la fertilité. Et pendant qu'il pousse, est-ce qu'il faut rajouter de l'engrais? Il est gourmand? Ah oui, le chou de Milan est réputé pour être gourmand. Il a besoin de beaucoup de nutriments pour faire sa belle pomme. Une bonne fertilisation de base, c'est recommandé. Avec un bon équilibre NPK, azote N pour les feuilles, phosphore P pour les racines, et surtout le potassium, K, la potasse, qui est très importante pour que la pomme se forme bien, qu'elle soit bien dense. On dit souvent qu'il a des besoins élevés en K. D'accord. Donc, des petits apports en cours de saison, avec des engrais organiques, ou même des purins de plantes dilués, ça peut vraiment aider. Surtout si le sol n'est pas hyper riche au départ. Une fois qu'ils sont bien installés, quels sont les soins à ne pas oublier? L'arrosage, ça doit être important. C'est essentiel. Surtout au moment où la pomme commence à se former, à grossir. Là, il ne faut pas qu'il manque d'eau. Il faut arroser régulièrement pour garder le sol frais. Mais attention sans noyer non plus. Oui, l'excès d'eau, c'est pas bon non plus. Exactement. Le mieux, c'est d'arroser au pied, sans trop mouiller les feuilles, pour limiter les risques de maladies comme le mildiou. Un manque d'eau, ça peut faire monter le chou à graines trop vite, ou donner des petites pommes. Et trop d'eau, ça fait pourrir. C'est l'équilibre. Et les mauvaises herbes? Faut désherber. Oui, surtout au début, quand les plants sont petits. Il faut limiter la concurrence. Donc, un petit coup de binette régulièrement, ça fait pas de mal. En plus, biner, ça casse la petite croûte qui se forme en surface, ça aide l'eau à mieux rentrer et ça limite l'évaporation. Le paillage, ça pourrait être une bonne idée pour ça, non? Moins de désherbage et ça garde l'humidité. Ah mais tout à fait. C'est même excellent pour les choux. Un bon paillis organique, paille, tonte séchée, feuilles mortes, ça fait tout. Ça garde le sol humide, ça empêche quasiment les mauvaises herbes de pousser, et en plus, ça protège le sol et les racines du chaud en été et du froid en hiver. C'est vraiment une très bonne pratique. Il y a aussi une autre petite technique intéressante, le butage, Le butage. comme pour les pommes de terre. Un peu, oui. Quand le plant de chou grandit, on ramène un peu de terre autour de la base de la tige. Ça a plusieurs avantages. Ça ancre mieux la plante, ça encourage la formation de nouvelles racines sur la partie de la tige qui est maintenant sous terre, et ça protège un peu plus la base du froid en hiver. C'est un petit plus. Intéressant. Et bien sûr, impossible de parler des choux sans parler de la rotation des cultures. C'est toujours aussi crucial, hein. Fondamental. C'est peut-être même la règle numéro 1 pour éviter les gros soucis au potager, surtout avec les choux. Ils sont sensibles à des maladies qui restent dans le sol. La plus connue, c'est la hernie du chou. Un champignon qui déforme les racines, c'est terrible. Ah oui, la hernie? Voilà. Donc il faut absolument attendre longtemps avant de remettre des choux ou n'importe quoi de la même famille, les brassicacées, comme les navets, radis, la roquette, etc., au même endroit. On conseille 5 voire 6 ans d'attente.
5 ou 6 ans. Faut avoir un bon plan de jardinage et une bonne mémoire. Oui, ou un bon carnet de jardin. Et dans la rotation, on les met où idéalement? L'idéal, c'est de les planter après des légumes qui améliorent le sol, comme les pois, les haricots, les fèves, les légumineuses, quoi. Elles fixent l'azote, c'est parfait. Et après, les choux qui sont gourmands, on met des légumes qui le sont moins, comme des carottes, des panais, des légumes racines. Est-ce qu'on peut aussi jouer sur les associations? Mettre certaines plantes à côté pour aider le chou de Milan? Oui, le compagnonnage, ça peut donner un coup de pouce, surtout pour essayer de repousser certains insectes. Planter des aromatiques à forte odeur pas loin. Mélisse, sauge, romarin, ou même coriandre, aneth. Ça peut un peu brouiller les pistes pour les insectes qui cherchent les choux, comme la pierride. La pierride, le fameux papillon blanc. C'est ça. Les œillets d'Inde aussi, les tagettes. On dit souvent qu'ils sont hutiers contre certains problèmes du sol et qu'ils repoussent des insectes. C'est une approche naturelle. Ça vaut le coup d'essayer. Bon, on a bien travaillé. Semé, planté, entretenu. Vient enfin le moment tant attendu, la récolte. Comment on sait qu'il est prêt, notre chou de Milan? Le temps avant récolte varie beaucoup, on l'a vu. Ça peut aller de 3 à 4 mois après la plantation pour les plus rapides, à 7 mois ou plus pour ceux d'hiver. Le signe principal, c'est la pomme. Elle doit être bien formée, on la tâte, elle doit être ferme, et elle doit avoir atteint à peu près la taille attendue pour la variété qu'on a plantée. Faut pas attendre qu'elle soit forcément énorme, mais surtout qu'elle soit dense. Ah, et un point important pour les récoltes d'hiver, même si la plante résiste à -15 °C par exemple, Ah, il faut que la pomme soit déjà bien formée avant que les très fortes gelées arrivent. ah, d'accord. Pourquoi? Parce qu'une pomme qui n'est pas encore mûre, elle risque de ne plus bien se développer avec le gel intense, ou même d'être abîmée. Le feuillage extérieur résiste, mais le cœur en formation est plus sensible. C'est bon à savoir. Et pour la récolte elle-même, comment on s'y prend? C'est simple. On prend un bon couteau, bien tranchant, et on coupe la tige juste en dessous de la pomme, au ras du sol. Une petite astuce, on peut laisser quelques grandes feuilles extérieures attachées à la pomme. Ça fait comme une petite protection naturelle, ça aide à le conserver un peu plus longtemps. Malin. Et justement, la conservation, il se garde bien? Oui, il se conserve plutôt pas mal. Au frigo, dans le bac à légumes, il tient facile plusieurs semaines. Le mieux, c'est de l'envelopper dans un torchon propre ou du papier absorbant. Surtout pas dans un sac plastique fermé, ça fait condenser et pourrir. Et pour une conservation plus longue? Si on a la chance d'avoir une cave fraîche, autour de 4 à 8 °C, et un peu humide, c'est l'idéal. Là, on peut stocker les choux entiers, parfois même avec leurs racines, si on les a arrachés doucement. Et la congélation, ça marche pour le chou de Milan? Tout à fait. C'est très pratique. Il faut le préparer un peu avant, bien sûr. On enlève les feuilles abîmées, on le lave, on sépare les feuilles ou on le coupe en lanières. Et l'étape importante, c'est de le blanchir. Le blanchir. Oui, on plonge les feuilles 2 ou 3 minutes dans l'eau bouillante et tout de suite après dans l'eau glacée. Ça stoppe la cuisson, ça fixe la couleur. Ensuite, on égoutte bien, on sèche un peu et hop, en sac au congélateur. C'est parfait pour les soupes, les potées. Gustativement, il est comment ce chou? Il a ce goût de chou assez typique, mais beaucoup de gens le trouvent plus fin, peut-être un peu moins fort, moins soufré que d'autres. Et sa texture, comme on disait, c'est vraiment son atout. Des feuilles tendres, mais qui gardent une petite mâche si on ne le surcuit pas. Et on peut le cuisiner de plein de façons, j'imaginais? Ah oui, il est hyper polyvalent. Cru déjà. Émincé très fin, dans une salade composée, ou pour faire un coleslaw un peu différent, c'est très bon. Ça apporte du croquant. Mais c'est surtout cuit qu'il exprime tout son potentiel. Par exemple. C'est le roi des plats d'hiver qui mijotent longtemps. Les soupes paysannes, les potés avec des pommes de terre, des carottes, du lard. Il tient bien la cuisson, il devient fondant et il s'imprègne super bien des saveurs du bouillon. En gratin avec une bonne béchamel et du fromage, ou juste sauté à la poêle avec de l'ail, des lardons. Simple et efficace. Ah oui. Et puis, on peut aussi le faire fermenter, pour faire sa propre choucroute maison. C'est super intéressant pour la conservation et pour les probiotiques. Ça donne faim tout ça. Et côté bienfait pour la santé. C'est un très bon légume, oui. Plein de vitamines, surtout la C. C'est important en hiver, et la vitamine K. Il apporte aussi pas mal de minéraux et beaucoup de fibres, ce qui est excellent pour le transit et pour se sentir rassasié. Et comme tous les choux, il a ces fameux composés soufrés, les glucosinolates, qui sont étudiés pour leurs effets protecteurs. Donc pour résumer, le chou de Milan, c'est vraiment un super légume pour le potager. Il résiste bien au froid, ce qui est un gros plus. Sa culture demande un peu d'attention, c'est vrai, mais c'est tout à fait faisable. Il est super polyvalent en cuisine et bon pour la santé. Bref, un incontournable de l'automne et de l'hiver.
Voilà une belle conclusion. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez que dans les notes qui accompagnent cette émission, vous trouverez un ou des liens essentiels vers un article et des vidéos qui complètent cette émission et nous vous convions vraiment à y jeter un œil. J'espère que cette discussion donnera envie à certains de tenter l'aventure avec ce légume généreux et résistant. Encore une fois, les amis de Potager Maestro, nous vous remercions pour votre fidélité. Un grand merci à tous les auditeurs, les jardiniers amateurs ou confirmés et les maraîchers qui nous écoutent. Faut-il encore le répéter, mais vous pourrez retrouver cette émission sur YouTube, mais aussi sur les meilleures plateformes de podcast. N'oubliez pas aussi, si vous le désirez, de vous rendre sur la page Facebook de Potager Maestro et puis faites un tour sur notre site web potagermaestro.fr. Vous y trouverez de nombreux articles sur le potager pour aller plus loin et trouver plein d'autres idées. Merci encore et à très bientôt pour une prochaine émission.